Iri prend une décision ferme, il refuse de partir pour un autre monde si sa demande n'est pas acceptée. Cette déclaration surprend clairement son interlocutrice. Iri apprend qu'il a été choisi pour une mission spéciale dans un autre monde, une opportunité offerte par une entité se présentant comme un dieu. Il se remémore sa vie passée, celle d'Isara Iyuri Kyoraeri, décédé à 37 ans après une longue maladie. Malgré tout, il semble encore hésitant face à cette nouvelle destinée. L'entité divine explique que les dieux envoient régulièrement des candidats dans un autre monde pour qu'ils agissent en tant que réincarnation, en leur accordant les pouvoirs nécessaires. Iri demande alors si ses souhaits concernant ses capacités seront pris en compte, ce à quoi la déesse répond positivement, suggérant même des compétences non liées au combat. Il exprime son désir de vivre une vie simple et autonome, et la déesse accepte de lui enseigner des sorts ou compétences adaptées à cette volonté. Malgré la surprise de la déesse face à ses nombreuses demandes, le protagoniste obtient finalement les capacités qu'il souhaite, avec juste assez de puissance pour survivre. Rempli d'espoir, il s'engage résolument dans cette nouvelle vie qui commence. Iri, souriant et confiant, commence sa nouvelle vie en cultivant la terre avec enthousiasme. À ses côtés, la déesse l'encourage, tenant des épis de blé, symbolisant leur soutien et la promesse d'un avenir paisible. Le décor champêtre reflète cette vie simple et autonome qu'il a choisie. Iri est soudainement poursuivi par un sanglier gigantesque, dont la vitesse et la puissance impressionnent. Terrifié, il s'enfuit en criant, incapable de croire à la taille et à la force de l'animal. La scène dégage une tension intense, entre peur et urgence. Essoufflé et paniqué, le protagoniste réalise que sa nouvelle vie pourrait s'achever brutalement. Il se souvient alors du conseil de la déesse et décide de fuir vers le village abandonné. Confiant, il active sa compétence discrétion, espérant échapper au sanglier géant qui le poursuit. Iri, paniqué, implore sa compétence discrétion de s'activer pour lui permettre de disparaître aux yeux du sanglier. Alors qu'il court à toute vitesse, l'animal semble soudainement surpris, comme s'il avait détecté un changement inattendu. La tension monte alors que la fuite devient un véritable défi. Iri réalise avec joie qu'il a réussi à semer le sanglier grâce à sa compétence discrétion, qui lui permet de se fondre complètement dans le décor. Il voit là une opportunité à saisir pour s'échapper définitivement. Essoufflé mais soulagé, il prend conscience de sa bonne santé et remarque qu'il a rajeuni, ce qui le surprend. Iri découvre enfin son tableau de statut, flottant devant lui comme dans un jeu vidéo. Il s'émerveille de cette interface, tout en réalisant que son nouveau corps a l'apparence d'un enfant de 7 ans. Iri découvre avec satisfaction la liste des compétences qu'il a obtenues, dont plusieurs magies élémentaires et des talents comme la dissimulation. Il se réjouit d'avoir négocié avec audace pour obtenir ses pouvoirs, imaginant déjà à quel point la magie facilitera son quotidien, même sans électricité. Déterminé, il décide de s'entraîner à utiliser sa compétence de discrétion dès qu'il aura trouvé un refuge, conscient du danger que représentent les monstres alentours. Iri réfléchit au danger des monstres qu'il pourrait croiser à nouveau. Conscient que sa magie n'est pas offensive, il s'inquiète de n'avoir pour seule arme qu'un simple couteau de travail. Il sait qu'il doit bien préparer sa stratégie, car sa survie pourrait en dépendre. Affamé, le protagoniste réalise que tout ce qu'il a à manger, ce sont quelques baies dans sa poche, bien fades. Il se rappelle alors tout ce qu'il doit accomplir aujourd'hui, s'entraîner à la magie, affronter les monstres, trouver un endroit sûr pour dormir et assurer sa nourriture. Malgré la lourdeur de la tâche, il avance, conscient que le chemin vers une vie facile dans ce nouveau monde est semé d'embûches. Iri découvre un village abandonné, un endroit idéal avec un espace ouvert pour cultiver et sans habitants pour causer des ennuis. Malgré l'état délabré d'un bâtiment, il voit là une opportunité de s'installer rapidement. Enthousiaste, il décide d'explorer les lieux pour mieux comprendre cet endroit. Iri se rappelle que les bases de la survie sont les vêtements, la nourriture et un abri. Il réalise qu'il doit absolument sécuriser la nourriture et un refuge avant la fin de la journée. En s'approchant d'une maison délabrée, il se dit que cet endroit pourrait être parfait pour s'installer. Iri constate que les dégâts dans la maison sont minimes et qu'une simple réparation suffira. Il imagine déjà un espace sécurisé au centre du village, facile à défendre et à agrandir. Conscient d'avoir presque tout prévu, il réalise qu'il lui reste seulement à chasser pour se nourrir. Iri découvre avec joie des pommes de terre et du blé sauvage qui ont survécu malgré l'abandon des champs. Il réalise qu'en nettoyant les mauvaises herbes, il pourra cultiver encore plus. Cependant, un doute l'envahit, ces récoltes sont-elles comestibles ou pourraient-elles être toxiques? Iri découvre qu'il possède la compétence d'évaluation qui lui permet de déterminer si les plantes sont comestibles et cultivables. Grâce à cette nouvelle capacité,
il confirme que les pommes de terre et le blé sauvage sont bons à la fois pour la consommation et la culture. Cette révélation lui apporte un grand soulagement et une nouvelle confiance pour son projet de survie. Iri réfléchit à un moyen de piéger les oiseaux en s'inspirant d'une vidéo où quelqu'un attrape des pigeons avec du blé ou du riz. Il commence à attirer de petits oiseaux en leur lançant des graines, espérant les habituer pour les capturer plus facilement. Soudain, il se rappelle qu'il possède une compétence qui pourrait l'aider dans cette tâche. Alors qu'il envisage d'utiliser la magie de feu ou de vent pour faciliter sa tâche, une alerte soudaine le fait sursauter. Iri aperçoit une présence inattendue et s'exclame, inquiet, qu'il y a quelqu'un. Iri fait face à un énorme sanglier qui semble s'être réveillé, soufflant avec force. Le jeune homme, surpris, se demande si la bête l'a suivi grâce à son odeur. Iri esquive de justesse l'attaque brutale du sanglier en criant de peur. Rapidement, il active sa compétence stealth pour tenter de disparaître aux yeux de la bête. Caché derrière un mur, il réfléchit à sa prochaine action, hésitant entre fuir à nouveau ou affronter l'animal. Le sanglier fonce avec une force dévastatrice, brisant tout sur son passage. Iri, stupéfait, réalise que la bête frappe les bâtiments alentour de manière aléatoire, créant un chaos incontrôlable. L'atmosphère devient encore plus tendue, l'urgence de la situation palpable. Iri, acculé, s'interroge sur sa capacité à arrêter la bête avec le peu de pouvoir dont il dispose. Pris de panique, il crie pour tenter de stopper le sanglier, tout en réalisant qu'il n'a nulle part où aller s'il survit à cette épreuve. Face à l'ampleur du danger, il commence à perdre espoir, conscient qu'il ne pourra pas gérer cette menace seul. Iri comprend qu'il est un intrus dans ce territoire hostile, partagé avec d'autres créatures aux yeux brillants. Malgré le danger, il décide de ne plus fuir et se prépare à affronter la bête, conscient qu'ils sont rivaux mais aussi liés par la nécessité de protéger leur foyer commun. Une nouvelle détermination naît en lui, prêt à se battre pour sa survie. Iri fait le choix ferme de vivre pleinement dans ce nouveau monde, conscient que cela implique d'assumer toutes ses responsabilités. Il réalise que la liberté qu'il recherche passe par un affrontement direct avec la nature, et il refuse de reculer devant ce défi. Une détermination farouche s'empare de lui, prêt à affronter l'inconnu sans hésitation. Le jeune héros concentre toute son énergie pour lancer un puissant sort de feu de niveau 1, il crie « Prends ça !» en projetant une boule de flamme vers son adversaire, un monstre redoutable. L'attaque éclate avec force, marquant le début d'un combat intense. L'explosion provoquée par le sort de feu illumine le champ de bataille, dévastant tout sur son passage. Pourtant, face à cette démonstration de puissance, un jeune garçon reste impassible, jugeant l'attaque insignifiante avec un sourire narquois. Il tourne le dos, défiant silencieusement son adversaire. Notre héros, épuisé, réalise que son pouvoir est bien faible comparé au héros classique de réincarnation. Pourtant, il trouve un certain réconfort dans sa compétence de dissimulation, qui lui a permis d'échapper même à un sanglier au flair aiguisé. Malgré tout, il se rappelle que ces sorts sont les dons que lui a accordés Dieu. Le jeune garçon serre le poing, décidant de croire en le pouvoir qui lui a été donné. Il puise dans sa détermination et sent une flamme s'allumer en lui, symbole de sa volonté renaissante. Avec un sourire confiant, il lance un sort de feu de niveau 1, prêt à prouver sa valeur. Le jeune garçon concentre son énergie et lance un sort de feu de niveau 1, une petite flamme apparaît timidement au creux de sa main, mais elle s'éteint rapidement, laissant place à une fumée fine. Il observe, surpris, l'échec de son sort. Le garçon, déçu par la faiblesse apparente de son sort, essaie de se convaincre que c'est normal pour une première tentative, mais son inquiétude grandit lorsqu'il réalise que la créature sauvage l'a repéré. Pris de panique, il tente désespérément d'utiliser d'autres magies, espérant trouver une solution rapide. Le jeune garçon, déterminé à trouver une solution, tente une magie de terre de niveau 3, une immense paroi de terre s'élève soudain devant lui, offrant une protection contre la créature sauvage qui fonce à toute vitesse. Malgré la peur, il garde espoir et cherche encore comment maîtriser pleinement ses pouvoirs. La créature sauvage parvient à briser la paroi de terre, prouvant que même cette défense puissante ne suffit pas à la contenir. Le garçon, surpris, réalise que le mur ne tiendra pas longtemps. Cependant, il remarque que le monstre est coincé dans le trou qu'il a lui-même créé, ce qui lui donne une opportunité à saisir. Ne pouvant plus compter sur la magie pour attaquer, le garçon saisit une épée avec détermination. Il se rappelle que même les chasseurs sauvages visent la gorge, ce point vital qui met rapidement la proie hors d'état de nuire. Conscient que c'est sa seule chance, il se prépare à frapper précisément là où le monstre est vulnérable. Malgré la peur qui serre ses mains tremblantes, il serre fermement son épée, déterminé à survivre coûte que coûte. Il se rappelle la promesse qu'il s'est faite, vivre dans ce monde,
Quoi qu'il arrive, alors que la créature rugit en chargeant, notre héros se prépare à frapper avec toute sa volonté. Le monstre est enfin vaincu, allongé au sol, tandis que notre héros, essoufflé mais soulagé, réalise que la bataille a été plus facile que prévu, il se tient face à sa proie, se demandant maintenant ce qu'il doit en faire. Iri réfléchit à la manière de préparer la viande de gibier, se rappelant qu'il faut la suspendre à l'envers pour faire couler le sang ou la refroidir en la trempant dans l'eau, mais il réalise que ce n'est pas faisable ici. Soudain, une voix familière l'interpelle, lui demandant s'il est en danger. Reconnaissant cette voix, il se met à chercher d'où elle vient, pensant qu'il s'agit de celle qui l'avait averti de l'arrivée du sanglier. Iri aperçoit enfin la source de la voix, 2 oiseaux qui lui parlent. Étonné, il réalise qu'ils comprennent son langage, ce qui semble être une première pour ces créatures. Intrigué, il se demande s'il rêve ou si c'est bien réel. Iri comprend enfin que sa compétence de maîtrise des langues est bien plus puissante que prévu, lui permettant de communiquer même avec les animaux. Il réalise que son échec à parler avec le sanglier venait d'un manque de volonté commune pour échanger. Encouragé, il décide d'essayer de dialoguer avant de chasser la prochaine fois, tandis que les oiseaux lui proposent de l'emmener à un bon endroit près de la rivière. Les oiseaux indiquent au protagoniste un endroit intéressant près de la rivière, assez proche et de grande taille. Reconnaissant, il les remercie chaleureusement. En retour, les oiseaux expriment leur gratitude pour la nourriture qu'il leur a donnée, et ils réalisent que leur aide est une forme de retour pour ce geste. Iri, soulagé, réalise à quel point il a bien fait de ne pas chasser les oiseaux. Il les regarde s'envoler en les remerciant, conscient que leur aide est précieuse. Un silence s'installe alors qu'il les voit disparaître au loin. Iri découvre qu'il possède une compétence de stockage lui permettant de transporter facilement de nombreux objets. Comme dans un jeu vidéo, en suivant les instructions, il tente d'activer cette capacité sur le sanglier. Soudain, une bulle protectrice apparaît autour de l'animal, le rendant immatériel et stocké. Iri découvre avec émerveillement que son espace de stockage est infini et situé dans une autre dimension, ce qui empêche la détérioration des objets. Il réalise que même avec une proie aussi grosse, il reste encore beaucoup de place disponible. Enthousiaste, il considère cette compétence comme un véritable cheat code. Après avoir drainé le sang du sanglier au bord de la rivière, le protagoniste utilise sa magie de l'eau pour nettoyer la carcasse. Fatigué, il enlève ses vêtements pour éviter de les salir et jette les organes dans le courant. Il se demande si cette fatigue vient de l'utilisation de sa magie, puis décide de vérifier son statut. Iri réalise qu'il a déjà utilisé la moitié de sa magie, ce qui lui semble être le strict minimum. Il comprend que la bête qu'il a vaincue était en réalité un adversaire redoutable, bien au-delà de ce qu'il imaginait. Sa compréhension du monde est encore très éloignée de la réalité, mais il se réjouit d'avoir au moins de quoi se nourrir pour le moment. Iri improvise un fourneau avec sa magie de la terre. Malgré son aspect rudimentaire, il utilise ensuite sa magie du feu pour allumer un feu de camp, prêt à commencer la cuisson de sa viande. Enthousiaste, il se lance dans la préparation de son repas avec soin et méthode. Iri savoure enfin sa première viande depuis des années, un repas qu'il avait tant attendu. Malgré la faim qui le tenaillait, il a patiemment attendu ce moment, conscient que ce plat est un véritable trésor pour lui. L'excitation et la gratitude se mêlent alors qu'il s'apprête à croquer dans ce festin tant mérité. Iri savoure chaque bouchée avec émerveillement, incapable de retenir son enthousiasme face à la saveur exceptionnelle de la viande. Il décrit ce goût pur, tendre et puissant, sans aucun assaisonnement, juste la richesse brute d'une viande de qualité. Cette expérience culinaire dépasse toutes ses attentes, le remplissant de joie et d'étonnement. Iri, ému aux larmes, exprime enfin ce qu'il ressent au fond de lui. Depuis son arrivée, il ne s'était jamais vraiment senti vivant, mais maintenant, c'est le cas. Il savoure ce moment avec un bonheur simple et sincère, conscient que rien ne peut être meilleur que cette expérience. Iri décide de renforcer les défenses de son abri pour éviter toute attaque pendant son sommeil. Avec détermination, il trace les contours d'une fortification autour de sa base. Sa liste de tâches montre qu'il a déjà sécurisé un abri et trouvé de la nourriture, et qu'il s'attaque maintenant à la protection de son refuge. Iri réfléchit aux différentes façons de construire un mur pour se protéger. Il écarte l'idée de démonter une maison abandonnée, faute de matériel et de temps, ainsi que celle d'empiler des pierres, trop chronophages. Finalement, il accepte que sa solution soit la seule viable. Iri choisit d'utiliser la magie de la terre pour construire son mur. Malgré ses inquiétudes liées à la solidité après qu'un sanglier l'ait déjà brisé, il décide de s'entraîner à affiner la matière pour la rendre plus résistante. Après quelques essais, il commence à comprendre comment améliorer sa technique. Iri constate ses progrès, sa dernière création est lisse et solide,
presque comme de la pierre, il réalise que, sans même la cuire, cette matière est étonnamment résistante, bien plus qu'une simple poterie, il la compare à une céramique façonnée magiquement, preuve de son amélioration. Iri applique méticuleusement ses nouvelles connaissances en préparant soigneusement la terre, en enlevant racines et pierres, puis en la pétrissant avec précision. Grâce à ce travail minutieux, il parvient à façonner un mur parfaitement lisse et solide. Fier de son œuvre, il admire ce mur impressionnant, preuve tangible de ses progrès. Iri mesure fièrement son mur, environ 5 mètres de large, 3 mètres de haut et 50 cm d'épaisseur, assez solide pour résister à toute intrusion. Il imagine déjà entourer la maison de 3 murs similaires, formant ainsi une véritable forteresse. Son rêve prend forme alors qu'il contemple l'enceinte achevée autour de sa maison. Iri ressent une pression intense face à son mur, se demandant s'il n'a pas construit une prison plutôt qu'une protection. Il réalise qu'avec la magie restante, il ne peut pas créer de porte et devra donc supporter cette situation jusqu'à sa guérison. Malgré tout, il prévoit de stocker une partie du mur pour pouvoir sortir facilement plus tard. Iri réalise qu'il ne peut pas éviter un besoin essentiel, boire de l'eau. Il admet avoir retardé cette étape importante, mais sait que sécuriser une source d'eau aurait dû être sa priorité. En explorant le village, il découvre un puits qu'il pourrait utiliser pour ne plus avoir à aller chercher l'eau à la rivière, conscient que l'eau est nécessaire pour bien plus que simplement boire. Iri examine la profondeur du puits en laissant tomber un caillou, sans pouvoir déterminer s'il y a de l'eau au fond. Il remarque un système de poulies cassées, sans seau pour puiser l'eau. Finalement, il entend le bruit de l'eau et se réjouit de sa découverte. Iri décide finalement d'utiliser la magie de l'eau pour puiser dans le puits. Malgré sa réticence à user de magie ce jour-là, concentré, il visualise l'eau flottant dans l'espace, puis parvient à la faire remonter. Il s'émerveille en constatant que l'eau est propre, ce qui le remplit de joie. Iri vérifie que l'eau est exempte de substances nocives, mais préfère tout de même envisager de la faire bouillir pour plus de sécurité. Épuisé par cette première journée intense dans ce nouveau monde, il décide de se reposer malgré l'heure encore précoce. Conscient qu'il n'a pas encore aménagé son logement, il prévoit de se fabriquer un lit de fortune avec des feuilles ramassées. Iri réalise qu'il a encore beaucoup de choses à accomplir, réparer la maison, ajouter des murs, préparer un champ, et même construire des toilettes. Malgré l'ampleur du travail, il se sent enthousiaste à l'idée de pouvoir créer librement ce qu'il souhaite. Pour la première fois depuis longtemps, il est impatient de voir ce que demain lui réserve. Le lendemain matin, notre héros se réveille douloureux après une nuit inconfortable sur un lit de feuilles insuffisantes. Il réalise que le sol dur et le froid l'ont empêché de bien dormir. Déterminé, il décide de faire du confort de son lit une priorité pour la journée. Iri découvre enfin sa compétence unique, le guide de vie à la campagne. Il se demande s'il est capable, en tant qu'amateur, de maîtriser cette compétence qui semble regrouper tout ce qu'il faut savoir pour vivre en milieu rural. Cette capacité lui paraît être un bonus généreux et prometteur pour son avenir. Iri utilise la fonction de recherche du glossaire pour trouver des informations sur la méthode de tannage des peaux de sanglier. Il suit attentivement les étapes, nettoyer la peau, gratter la graisse avec un couteau, et prépare la quantité nécessaire pour fabriquer une couverture. Malgré la difficulté, il persévère, essoufflé mais déterminé à maîtriser ce savoir-faire. Iri découvre que la préparation de la solution de tannage demande de l'eau, de l'alun et du sel, et qu'il faut laisser tremper la peau pendant 1 à 2 semaines pour éviter qu'elle ne pourrisse. Face à cette durée, il se sent dépassé et décide de mettre ce projet de côté pour l'instant, préférant se concentrer sur d'autres tâches comme améliorer son lit avec des feuilles. Il se relève, un peu abattu, mais prêt à nettoyer et réparer la maison. Iri fait le point sur la maison, un bâtiment de plein pied divisé en 3 pièces, cuisine, salle à manger et chambre-salon. Il remarque que le sol est en terre battue et qu'aucun outil utilisable n'y est présent. Malgré l'inconfort, il se sent prêt à se lancer dans des travaux de bricolage pour améliorer son cadre de vie. Yuri utilise sa magie de la terre, dans laquelle il a le plus de confiance, pour transformer sa maison en un style à plancher surélevé. Pour l'âtre, il adopte une technique japonaise traditionnelle avec un sol en terre battue. Après avoir terminé les réparations, le protagoniste se met au nettoyage. Faute d'outils, il utilise sa magie du vent pour chasser les déchets, qui volent dans toutes les directions, provoquant quelques toux. Malgré ce désordre, il est satisfait du résultat et trouve sa maison bien améliorée. Le soir tombe et notre héros décide de mettre fin à sa journée de travail, tout en réfléchissant à fabriquer une bougie pour éclairer sa maison. Il réalise aussi qu'il doit réparer correctement les toilettes et qu'un bon bain lui ferait du bien. Malgré les difficultés, il garde espoir d'améliorer peu à peu son quotidien.
Yuri éclate en sanglots en réalisant que tout ce dont il avait besoin, comme la nourriture, l'eau et même la fourrure qu'il avait tant peiné à obtenir, était déjà dans son inventaire grâce à sa compétence de stockage. Absent, il fixe le tableau de statut, stupéfait par cette découverte. Ce qui l'étonne encore plus, c'est le contenu de la lettre qu'il a reçue de Dieu. La lettre révèle que le nom de ce monde est le Roal et contient de précieux conseils de Dieu, notamment de cacher ses compétences uniques face aux locaux. Parmi les sorts pratiques pour la vie quotidienne, notre héros découvre la magie de vie, qui inclut un sort de purification. Cette révélation le choque particulièrement lorsqu'il réalise qu'il pourrait ne plus avoir à s'essuyer après être allé aux toilettes. Notre héros se remémore son habitude de toujours zapper les tutoriels dans les jeux, ce qui l'a souvent empêché de découvrir des fonctionnalités utiles. Il réalise maintenant qu'il aurait pu convertir ce matériau depuis longtemps, ce qui lui fait sentir qu'il a perdu du temps, en cuisinant une viande grillée. Il avoue aussi en avoir assez de manger toujours la même chose. En fouillant dans une maison abandonnée, notre héros espère trouver des restes de sel ou d'autres assaisonnements laissés par les anciens habitants. Il découvre alors une carte ancienne, ce qui pourrait bien l'aider à mieux explorer les environs. Il examine une carte qui a bien résisté au temps, mais trouve son tracé trop simpliste pour en tirer des informations précises. Son attention est attirée par une marque mystérieuse sur la carte, qu'il se demande si elle indique un danger ou une ressource. Intrigué, il décide de partir vérifier sur place. Il décide qu'il vaut mieux voir la situation de ses propres yeux plutôt que de se fier à des suppositions. Il se convainc qu'il doit y avoir une raison valable pour qu'un village ait été construit ici, et même s'il ne cherche pas à s'enrichir, il ne peut s'empêcher d'imaginer qu'un trésor pourrait être caché. Résolu, il avance, prêt à découvrir la vérité par lui-même. Il constate qu'aucun chemin n'est visible, la végétation ayant envahi l'ancien tracé. Il réalise que cette route a été abandonnée depuis longtemps, ce qui rend la progression risquée à cause de plantes potentiellement toxiques ou d'autres dangers inconnus. Malgré ses doutes, il hésite à rebrousser chemin, prêt à affronter les obstacles. Il se rappelle qu'il possède des pouvoirs magiques et décide de ne pas utiliser le feu pour éviter un incendie. Il choisit alors d'utiliser la magie du vent et lance une attaque qu'il nomme Wind Cutter pour dégager le chemin. Il utilise sa magie du vent pour trancher la végétation dense et dégager un passage. Grâce à cette attaque puissante, il ouvre enfin un chemin praticable à travers la forêt envahie. Il découvre des feuilles de patates douces sauvages et s'enthousiasme à l'idée d'ajouter de la couleur à sa table. Il réalise que ces plantes ne diffèrent pas tant de celles de son monde d'origine et espère pouvoir récolter une version locale de ce tubercule légendaire. Fasciné, il imagine déjà le goût du meilleur gratin de patates douces, plus précieux à ses yeux que l'or ou l'argent. Il utilise sa magie de la terre pour déterrer facilement une patate sauvage. Alors qu'il s'attend à une récolte ordinaire, il découvre avec surprise un tubercule bien plus imposant et étrange que prévu. Intrigué, il se demande ce qu'il a mis au jour. Il examine le tubercule étrange, constatant qu'il ne ressemble pas à un monstre. Il le compare à une pomme de terre au toucher et imagine que sa forme pourrait être due à une croissance particulière, comme certains radis locaux. Malgré sa curiosité, il décide de le ranger pour l'examiner plus tard. Un sentiment d'alerte saisit soudainement notre héros, qui ressent que quelque chose ne va vraiment pas. Pris de panique, il comprend qu'il doit fuir immédiatement pour échapper à un danger imminent. Soudain, le sol se fend violemment sous les pieds du protagoniste, qui tombe en arrière, surpris et effrayé. Devant lui, une énorme crevasse s'ouvre, laissant place à une menace invisible. Il se demande alors s'il fait face à un monstre ou à une attaque des habitants locaux, mais ne voit personne autour de lui. Notre héros découvre avec stupeur qu'il doit affronter une mante géante capable de devenir invisible. Pris de panique, il tente de raisonner la créature, espérant éviter le combat comme il l'avait fait avec l'oiseau. La mante, elle, propose de faire comme si leur rencontre n'avait jamais eu lieu, refusant de se battre. Yuri tente une attaque désespérée contre la mante, mais celle-ci esquive facilement en disparaissant à nouveau. Il réalise avec terreur qu'il ne pourra pas raisonner cette créature et que le moindre coup pourrait lui être fatal. La peur monte alors qu'il comprend l'ampleur du danger qui le guette. Notre héros réalise que la mante utilise une capacité appelée perception, qui lui permet d'esquiver facilement les attaques en sentant les mouvements autour d'elle. Malgré la difficulté, il commence à comprendre ce pouvoir et se promet d'en tirer parti pour survivre. Yuri ressent la présence de la créature, distincte de son double qui pouvait disparaître totalement. Concentré, il se prépare à contre-attaquer, prêt à utiliser cette nouvelle compréhension pour riposter. Yuri réalise que la magie de l'eau ne se limite pas à contrôler le liquide, mais puise aussi l'humidité présente dans l'air. Il se souvient des enseignements reçus dans la lettre divine et s'efforce de maîtriser cette capacité.
malgré la difficulté, concentré, il prépare une nouvelle attaque en utilisant cette compréhension. Iri comprend qu'il ne peut pas simplement tuer la créature, il veut récupérer ses matériaux, notamment ses faux, qui seraient parfaits pour fabriquer des armes ou des outils agricoles. Il décide donc de la neutraliser sans endommager ces précieux éléments. Soudain, une nouvelle menace apparaît. Un ver parasite qui utilise la menthe comme hôte, le forçant à plonger dans l'eau pour retourner à son habitat naturel. Iri, choqué, réalise que le parasite a infesté un humain. Face à cette menace, il est contraint de découper la menthe en morceaux, perdant ainsi la possibilité d'utiliser ses matériaux précieux. Épuisé et désorienté, il tente de se repérer dans la forêt, malgré la difficulté à garder le cap. Iri découvre enfin la grotte indiquée sur sa carte, conscient de l'obscurité qui l'attend, il crée rapidement une torche en utilisant sa magie de la terre et de la peau de sanglier. En explorant l'intérieur, il remarque que la cavité semble avoir été creusée par des mains humaines, mais aucun signe de ressource n'est visible. Iri avance prudemment dans la grotte, conscient que le sol est instable et regrettant de ne pas avoir de chaussures adaptées, il réfléchit à la possibilité d'échanger des matériaux contre de l'argent ou des biens en ville, espérant trouver un trésor qui pourrait lui sauver la mise. Soudain, il fait une découverte qui le surprend vivement. Iri s'émerveille devant les immenses stalactites qui scintillent à la lumière de sa torche, réalisant qu'elles sont en fait d'énormes blocs de sel gemme. Il savoure un morceau de viande assaisonnée avec ce sel naturel, trouvant ce goût exceptionnel. Heureux, il se réjouit de sa nouvelle vie paisible dans ce monde étrange. Iri se demande ce que signifie vraiment cette vie lente dont il rêvait, sentant qu'il oublie quelque chose d'important. Malgré ses doutes, il décide avec enthousiasme de se lancer dans l'agriculture, prêt à vivre cette existence paisible qu'il espérait. Le protagoniste explique que la clé pour bien commencer une ferme, c'est de préparer le sol. Il insiste sur l'importance de cette étape, car même si la terre semble bonne, elle est en réalité très dure à cause du manque de culture depuis longtemps. Le protagoniste commence par arracher les mauvaises herbes, expliquant que grâce à sa magie de la terre, cette étape est très facile. Une fois les mauvaises herbes enlevées, il utilise sa magie pour aérer le sol, ce qui stimule les microbes, renforce les racines et aide à prévenir les parasites. Malgré tout, il décide de préparer lui-même une rangée, car il n'a finalement pas eu besoin de sa houe. Le terrain commence enfin à ressembler à un vrai champ. Prêt pour la suite, le protagoniste réfléchit à quel engrais utiliser, sachant que le fumier de vache, cheval ou poulet est difficile à obtenir dans ce monde. Il hésite à utiliser son propre fumier, mais cela lui semble étrange. Soudain, il est interrompu par un cri venu des alentours. Le protagoniste est surpris par l'arrivée soudaine de deux petits oiseaux qui viennent lui parler. Curieux, il leur demande ce qu'ils font, tandis que les oiseaux s'interrogent à leur tour sur ses actions. Une atmosphère légère s'installe alors que la communication entre l'humain et les oiseaux commence. Le protagoniste, un peu gêné, demande maladroitement aux oiseaux s'ils pourraient faire leurs besoins ici, espérant qu'ils invitent leurs amis à faire de même pour fertiliser le sol. Les oiseaux, effrayés, trouvent les humains intimidants et ne comprennent pas sa demande. Une incompréhension amusante s'installe entre eux. Le protagoniste réalise que les oiseaux ne comprennent pas le concept de nom propre. Il s'explique alors en leur disant que chaque personne a un nom, puis leur propose de l'appeler simplement Yuri. Les oiseaux semblent enfin comprendre et acceptent ce nouveau lien, tandis que Yuri savoure la présence de ses compagnons, se rappelant qu'il n'a pas croisé d'autres humains depuis son arrivée. Le protagoniste explique aux oiseaux que les tas de mauvaises herbes peuvent se transformer en engrais naturels. Il montre un nid vide en précisant que ce n'est pas le moment d'y déposer quoi que ce soit, puis, il sort un récipient contenant un ingrédient qu'il espère efficace pour fertiliser rapidement le sol. Le protagoniste présente aux oiseaux la cendre de plante brûlée qu'il a conservée, expliquant qu'elle contient des nutriments essentiels pour le sol et se dissout rapidement dans l'eau. Il évoque une vieille légende sur un vieil homme capable de faire fleurir un arbre mort, suggérant que ce savoir vient de ce type de connaissance. Ensuite, il se prépare à planter en rassemblant des germes de blé, de pommes de terre et des bulbes qu'il a récoltés en forêt. Le protagoniste décide d'enterrer un étrange légume qu'il n'a pas envie de manger. En regardant le ciel, il se demande comment fonctionnent les saisons dans ce monde, qui semble être en début d'été. Se souvenant que la déesse a choisi un monde au climat proche du sien, il décide de commencer à planter du blé et d'expérimenter. Le protagoniste s'aperçoit que les oiseaux mangent les graines qu'il vient de planter et tente de les en empêcher, expliquant qu'elles sont destinées à pousser. Malgré ses efforts, les oiseaux continuent de picorer, le laissant perplexe face à leur comportement. Finalement, il se rend compte qu'ils l'aident à leur manière, même si cela complique un peu son travail. Grâce à la magie du bois, les cultures plantées commencent à germer rapidement.
il les arrose ensuite avec de la magie de l'eau pour les nourrir, face aux caprices du temps, il utilise aussi la magie de la lumière pour stimuler la photosynthèse quand le ciel est couvert, et la magie des ténèbres pour créer de l'ombre lorsque le soleil est trop fort. 2 mois s'écoulent, et la maison de Yuri s'est considérablement agrandie et améliorée, son terrain est désormais bien cultivé, témoignage de ses efforts constants. Il savoure enfin une vie paisible et tranquille, protégé par une barrière qui éloigne les monstres et préserve ses champs, il se sent libre et détendu dans cet espace ouvert, loin de toute menace. De plus, il a noué des liens avec 2 petits oiseaux qu'il a nommés Sakura et Omoshi, même si leurs visites peuvent parfois rendre l'atmosphère un peu bruyante. Alors que les oiseaux migrateurs s'envolent vers des terres plus chaudes, le protagoniste confie son sentiment de solitude, malgré son choix de vivre seul. Soudain, Sakura et Omoshi reviennent en criant à l'aide, annonçant un gros problème. Notre héros les accueille avec un sourire, prêt à les écouter. Il est stupéfait d'apprendre qu'un enfant s'est retrouvé en danger dans cette zone pourtant protégée. Sans perdre une seconde, il suit les oiseaux qui l'entraînent en urgence à travers la forêt, déterminé à intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Il s'interroge avec inquiétude, pourquoi un enfant se trouverait-il aussi profondément dans la forêt? Il se demande si une famille en voyage ne s'est pas séparée ou si l'enfant a été abandonné, le doute et l'angoisse l'envahissent alors qu'il suit les oiseaux qui l'appellent pour le guider. Il appelle à l'aide dans la forêt, mais aucune réponse ne lui parvient. Intrigué, il scrute les alentours avec attention, se demandant si l'enfant a peut-être bougé. Les oiseaux l'incitent à regarder de plus près, éveillant son attention sur un détail qu'il n'avait pas encore remarqué. Il découvre enfin la mystérieuse créature que les oiseaux lui ont montrée, une petite fée endormie, délicate et lumineuse. Fasciné, il réalise que c'est bien ce petit humain dont on lui avait parlé, si fragile qu'elle semble presque irréelle. Malgré l'émerveillement, il se reprend rapidement, conscient qu'il doit agir au plus vite. Il constate que la petite fée n'a aucune blessure ni maladie, mais sa magie semble presque épuisée. Il décide alors d'utiliser la potion magique de guérison offerte par la déesse, bien qu'il ait du mal à lui faire boire à cause de sa petite taille. Hésitant mais déterminé, il tente de lui administrer la potion. En essayant de faire boire la potion à la petite fée, le protagoniste éternue soudainement, déversant accidentellement tout le liquide sur elle. Paniqué, il réalise que la fée est maintenant complètement trempée de potion. Heureusement, elle s'éveille enfin, ce qui soulage grandement notre héros. Il est pris de panique après avoir accidentellement renversé toute la potion sur la petite fée. Celle-ci, trempée, lui lance un regard furieux, visiblement très en colère contre lui. Malgré la tension, une voix extérieure rappelle au héros qu'il a de la chance que la fée soit enfin réveillée. La fée explique avec fierté qu'elle n'est pas une simple fée, mais un esprit d'alcool, une entité proche de l'énergie pure. Il, intrigué, essaie de comprendre la différence entre esprit et fée, tandis qu'elle se montre confiante et un peu arrogante. Une voix taquine réagit à son attitude, soulignant son caractère bien trempé. Il demande son nom à la fée, mais elle révèle qu'elle n'en a pas, ce qui semble un peu gênant. Elle explique qu'en tant qu'esprit, elle ne communique pas comme les humains et n'a donc pas besoin de nom pour être reconnue. Pendant ce temps, 2 petits oiseaux interviennent avec enthousiasme, affirmant que, au moins, ont des noms. La fée, avec une attitude décontractée, invite le héros à l'appeler comme il veut, promettant de répondre si le nom lui plaît. Il la compare à un chat, plus indépendante qu'un fantôme ou un oiseau. Soudain, elle suggère malicieusement qu'il ne compte pas abandonner cet esprit qu'il a trouvé affaibli dans la forêt, ce qui surprend notre héros. Finalement, l'esprit annonce qu'il restera avec lui un moment, rejoignant ainsi le groupe malgré lui. Notre héros réalise avec surprise que la mystérieuse fille l'a vraiment accompagné jusqu'à son village. Flottant au-dessus du sol, elle découvre l'endroit avec émerveillement, mais déplore rapidement l'état délabré de ce qui ressemble à une ville fantôme. La mystérieuse fille s'inquiète de voir un enfant seul dans un village abandonné. Le garçon lui explique qu'il vit seul et que les oiseaux lui tiennent compagnie. Sentant une certaine pitié dans son regard, il se demande ce que la jeune fille a pu deviner de sa vie difficile. La mystérieuse fille révèle qu'elle n'a trouvé aucune trace d'alcool dans tout le village, ce qui choque profondément l'esprit de l'alcool qui craint de devoir mourir de faim. Notre héros reste impassible, malgré la panique grandissante de l'esprit. La mystérieuse fille explique que les potions ont bien un effet, mais que la vitalité peut aussi provenir d'autres sources que l'alcool. Elle précise que ce sont les boissons médicinales fabriquées par les humains qui nourrissent la puissance des esprits de saké. Bien que leur goût soit absolument horrible, notre héros, un peu gêné, admet que c'est en effet de la médecine. La mystérieuse fille impose une condition pour partager ses précieuses potions. Il faudra faire des compromis,
malgré son air boudeur et ses menaces de partir, elle finit par céder. Notre héros réalise qu'il devra s'occuper d'elle, notamment pour ses repas, et propose d'essayer ensemble. La mystérieuse fille s'endort en boudeur, tandis que notre héros, déterminé, s'apprête à commencer la fabrication des potions. Conscient de ses limites, il explique que les potions sont une meilleure option que l'alcool, surtout en cas d'urgence. Notre héros réalise que fabriquer des potions demande des compétences en alchimie, ce qui n'est pas à la portée d'un amateur. Il décide alors de chercher dans un guide de vie rurale comment s'y prendre. En découvrant la liste des potions possibles, il s'enthousiasme en trouvant un bonus qui lui semble très puissant, et promet de devenir le maître de cette nouvelle compétence. Notre héros découvre qu'avec la compétence d'alchimie, il peut créer des potions allant des plus simples aux plus élaborées, incluant des effets spéciaux et des améliorations. Il se réjouit de pouvoir fabriquer plusieurs types de potions avec les matériaux qu'il possède déjà. Déterminé, il se lance enfin dans la fabrication. Le protagoniste réalise qu'il a peut-être fabriqué un peu trop de potions, mais cela suffira à rassasier l'esprit pour un moment. En récompense, il débloque la compétence « fabrication de potions », qui s'avère être un avantage supplémentaire pour lui. Confiant, il se rend compte qu'il a encore beaucoup à apprendre et espère dépasser les pouvoirs que les dieux lui ont donnés. La jeune fille est surprise d'apprendre que notre héros a lui-même fabriqué ces potions, réputées difficiles à réaliser. Il l'encourage alors à goûter à une potion spécialement préparée pour elle, malgré son hésitation visible. La jeune fille avoue que la potion n'a pas un bon goût, ce à quoi le héros répond qu'il a simplement suivi la recette de base, donc c'est normal. Malgré tout, elle reconnaît que cette potion est meilleure que toutes celles qu'elle a pu goûter auparavant, ce qui surprend agréablement notre protagoniste. Finalement, elle décide de partir se promener, tandis que lui la compare à un chat par son comportement. Le héros se réjouit que la potion soit au moins buvable, convaincu que la jeune fille n'a pas été simplement polie avec lui. De son côté, elle se demande ce qui rend cette potion si différente des autres, tout en réfléchissant à l'étrangeté de ce garçon, qui ne ressemble à aucun humain qu'elle ait connu. Finalement, elle décide que rester un moment ici pourrait être une bonne idée, malgré l'absence d'alcool. 2 semaines ont passé depuis l'apparition de l'esprit de l'alcool, et la saison est désormais pleinement estivale. Travailler sous un soleil de plomb peut être dangereux, voire mortel, mais pour Yuri, cela ne pose pas vraiment de problème grâce à ses magies d'ombre, d'eau et de vent qui lui permettent de se protéger et de se rafraîchir. Le garçon s'étonne de la quantité de magie utilisée pour les travaux agricoles, ce qui semble inhabituel pour un humain. La jeune fille répond avec assurance qu'elle garde toujours une réserve suffisante pour faire face à toute éventualité. Finalement, elle décide d'aller faire une sieste, laissant le garçon continuer sa tâche. Le protagoniste réalise que, malgré la présence de la jeune fille, sa vie quotidienne n'a pas beaucoup changé, comme s'il vivait simplement côte à côte sans vraiment partager un foyer. Il apprécie cette situation, car il n'aime pas qu'on s'immisce trop dans sa vie. Pensif, il se dit qu'il devrait se procurer des vêtements d'été et commencer à préparer ceux d'hiver, anticipant les saisons à venir. Le garçon découvre que la forêt regorge de plantes utiles, cachées parmi les mauvaises herbes. Il trouve notamment le mao, une plante vivace aux tiges ligneuses idéale pour fabriquer des fibres solides. Enthousiasmé, il décide de récolter cette plante ainsi que du coton, pensant les cultiver chez lui. Le garçon réalise avec surprise que des nuées de moustiques peuplent aussi ce monde. Bien qu'il ne suce pas le sang, il préfère éviter de traverser cette nuée et décide de faire un détour. Il prend conscience qu'en se concentrant uniquement sur les créatures magiques, il a négligé cet ennemi pourtant redoutable. Le garçon réalise que les moustiques sont responsables de la majorité des décès humains sur Terre, en transmettant de nombreuses maladies. Il comprend aussi que d'autres parasites invisibles, comme les acariens, les puces et les poux, peuvent propager des infections tout aussi dangereuses. Cette prise de conscience lui fait ressentir une vague d'angoisse, car il n'avait pas envisagé ces menaces microscopiques dans ce monde parallèle. Pris de panique face aux moustiques, le garçon décide qu'il doit absolument trouver un insectifuge rapidement. Il se rappelle alors que certaines plantes naturelles comme la menthe, l'outounia et le chrysanthème pourraient servir de répulsif, et il se met en quête de ces végétaux dans ce monde qui lui semble familier. Le garçon découvre enfin une plante appelée périto, utilisée autrefois au Japon pour fabriquer des spirales anti-moustiques grâce à ses propriétés insecticides. Cependant, il réalise avec frustration que les fleurs doivent sécher pendant 6 mois avant de pouvoir être utilisées, ce qui le pousse à chercher une autre solution plus rapide. Le protagoniste découvre une méthode ancestrale japonaise appelée kayaribi, qui utilise la fumée d'un feu pour éloigner les insectes grâce à ses propriétés insecticides. Il comprend que cette technique pourrait être efficace rapidement, notamment grâce à la pyréthrine,
un composant naturel proche du chrysanthème, cette solution lui semble prometteuse face à l'urgence de la situation. Le protagoniste met en place la technique du Kayaribi pour éloigner les insectes, mais il surprend quelqu'un à l'intérieur de la maison en allumant le feu. Une personne furieuse lui reproche de ne pas avoir manipulé le répulsif avec précaution, le traitant d'idiot. La jeune fille reproche au protagoniste de ne pas avoir pris de précautions contre les insectes, malgré sa vulnérabilité, elle le traite d'idiot et s'étonne de son comportement incompréhensible. Le garçon explique que certains insectes absorbent la magie et qu'il est essentiel de se protéger, même si cela n'a rien à voir avec des esprits. Le garçon sourit chaleureusement et invite la jeune fille à lui apprendre tout ce qu'elle sait. Quand elle le souhaite, son enthousiasme semble toucher la jeune fille, qui affiche un léger sourire, hésitante mais attentive. Une nouvelle complicité semble naître entre eux, prête à se renforcer. Iri soupire, exprimant son envie de boire un verre, et cherche quelqu'un pour lui préparer de l'alcool. Une mystérieuse jeune fille, esprit de l'alcool, refuse catégoriquement de s'en charger, le traitant de radin. Elle n'a pas encore de nom, mais son attitude décontractée et taquine se fait déjà remarquer. Cela fait maintenant 2 mois qu'elle s'est installée, mais elle refuse toujours les surnoms que le protagoniste essaie de lui donner. Finalement, ils en viennent à s'appeler simplement « toi » et « hey », comme un couple traversant une période difficile. Leur cohabitation continue ainsi, dans une ambiance étrange, jusqu'à ce qu'un événement survienne un jour d'été. Iri constate enfin que le blé est prêt à être récolté, malgré une croissance plus lente due au climat plus frais. Enthousiaste, il envisage déjà de préparer du pain ou des udons avec cette récolte, mais l'esprit de l'alcool intervient brusquement, lançant un défi pour voir qui pourra récolter le blé le plus rapidement, avec la promesse qu'en cas de victoire, le protagoniste devra lui faire de la bière avec cette récolte. Iri tente de négocier les conditions du défi, mais l'esprit de l'alcool propose un marché. Si elle gagne, il devra arrêter de parler d'alcool. Pris au dépourvu, il accepte à contre-cœur, tandis qu'elle affiche une détermination farouche à ne pas perdre. Le défi impitoyable entre le protagoniste et l'esprit de l'alcool commence enfin. Tous deux se préparent avec détermination, prêts à récolter le blé le plus rapidement possible. Malgré ses doutes sur la petite taille de son adversaire, le protagoniste se lance dans cette compétition audacieuse. L'esprit de l'alcool fonce avec une rapidité surprenante, fauchant le blé avec une énergie décuplée. Iri, stupéfait, réalise qu'elle est bien plus rapide que prévu. Déterminée, elle clame haut et fort que sa vie même dépend de cette récolte, prête à tout donner pour l'alcool. Iri réalise qu'il a sous-estimé l'esprit de l'alcool à cause de son apparente paresse, mais il comprend que s'il continue à ce rythme, toute sa précieuse récolte sera transformée en alcool. Face à cette situation, il n'a pas d'autre choix que de se surpasser. De son côté, l'esprit de l'alcool, animé par la même détermination, déclare que sa vie est aussi en jeu dans ce combat acharné. Iri lance une attaque puissante, Wind-Cutter, tranchant le blé avec une lame d'air tranchante. L'esprit de l'alcool reste figé, surprise par cette riposte soudaine. Les épis tombent lourdement au sol, marquant un tournant dans le duel. Iri souffle, observant le champ de blé désormais récolté, regrettant que la première moisson se soit terminée si vite sans qu'ils aient pu en profiter pleinement. Il déclare sa victoire et impose une trêve. Plus aucune discussion sur l'alcool. L'esprit de l'alcool, contrarié, le traite de tricheur, mais notre héros lui rappelle qu'elle l'a elle-même provoqué avec audace. Iri reproche à l'esprit de l'alcool de considérer cette boisson comme un luxe alors que les ressources alimentaires sont limitées. Il lui rappelle aussi qu'en vivant uniquement de potions, elle devrait modérer ses excès. L'esprit, visiblement blessé, s'excuse et lui demande d'oublier ses paroles avant de s'éloigner, laissant notre héros seul face au champ de blé. Iri, pensif, se reproche d'avoir été perçu comme le méchant et avoue préférer la solitude. Il soupire en jugeant l'esprit égoïste, mais se console en imaginant qu'elle reviendra quand la faim se fera sentir. Alors que la nuit tombe, il s'inquiète de son absence prolongée et se demande si elle est partie pour de bon. Iri, inquiet, refuse d'admettre que l'esprit ait pu être attaqué par un monstre. Malgré son déni, il finit par se résoudre à partir à sa recherche, serrant son épée avec détermination. L'esprit, perdue et hésitante, se demande ce qu'elle doit faire maintenant. Elle avoue ne pas pouvoir retourner auprès du protagoniste ni revenir dans son village d'origine, et cherche un endroit sûr pour passer la nuit avant qu'il ne fasse complètement noir. L'esprit découvre que les Rutsberry portent enfin leurs fruits, réputés pour leur goût sucré et acidulé, parfaits pour les desserts. Elle se rappelle que le protagoniste voulait essayer de cultiver des fruits, car toutes leurs récoltes actuelles sont destinées au repas et ne sont pas sucrées. Enthousiaste, elle espère que lui montrer cet endroit lui fera changer d'avis.
L'esprit se débat avec ses sentiments contradictoires, refusant d'admettre qu'elle espère secrètement que le protagoniste vienne la chercher. Elle s'interroge, surprise, en entendant un bruit suspect, se demandant si c'est lui qui est réellement venu la retrouver. Malgré son déni, une lueur d'espoir commence à poindre dans son regard. Soudain, un énorme sanglier surgit devant elle, la surprenant et la mettant en grand danger. Elle parvient de justesse à échapper à l'attaque, reprenant son souffle avec soulagement. Le calme revient, mais la menace reste palpable dans la forêt. Notre héroïne réalise avec effroi que la forêt est infestée de monstres dangereux, y compris dans le ciel. Elle se sent piégée, incapable de trouver une issue face à cette menace constante. Une nouvelle créature surgit soudainement, intensifiant son désarroi. Le garçon, soulagé, annonce qu'il l'a enfin retrouvée et l'invite à rentrer chez eux. Émue aux larmes, elle accepte avec hésitation, touchée par sa présence. Leur retrouvaille marque un tournant, empli d'espoir et de réconfort. Le garçon s'excuse pour son comportement immature, reconnaissant qu'il a contribué à la fuite de notre héroïne. Elle le taquine gentiment, trouvant son attitude étrange malgré son jeune âge. Tous deux échangent des excuses sincères, prêts à tourner la page et à avancer ensemble. Le garçon exprime son envie d'agrandir les champs et d'essayer de fabriquer de l'alcool une fois que tout sera prêt. Surprise, notre héroïne s'interroge sur ce changement soudain. Malgré ses doutes, elle accepte de continuer à avancer ensemble, marquant un nouveau départ dans leur relation. Le garçon propose un nom inspiré de la déesse de l'alcool de son pays natal, espérant que cela plaira à notre héroïne. Surprise, elle demande si c'est bien son nom, puis exprime sa gratitude avec un sourire radieux. Touchée, elle accepte ce nouveau nom avec joie, tandis que le garçon se montre prêt à en trouver un autre si besoin. Pendant que la pleine lune éclaire le ciel, un groupe de villageois armés se tient prêt à affronter une immense créature menaçante. Ils savent que si cette bête parvient à pénétrer dans le village, ce sera la fin pour eux. Malgré la peur, ils se préparent à tenir bon jusqu'à l'arrivée des renforts. La créature féroce, un grizzly immense, fait demi-tour et s'enfuit, évitant ainsi un combat fatal. Le chef du groupe, soulagé, reconnaît la chance qu'ils ont eue de ne pas perdre de vie face à cette bête rusée. Il ordonne de ne pas la poursuivre, évoquant le danger du chemin qui mène à la forêt voisine. À ce moment-là, Yuri ignorait que son foyer se trouvait à proximité d'une zone dangereuse infestée de monstres. Cette région, abandonnée par les habitants, offre un terrain vaste où une créature puissante peut facilement semer la terreur. Pendant ce temps, Yuri propose joyeusement d'aller cueillir des fruits appelés Rutsberry le lendemain. Le jeune garçon découvre avec émerveillement le goût sucré d'un fruit appelé Ratsbel. Il est tellement conquis qu'il décide qu'ils doivent absolument cultiver cette plante. Sa compagne lui rappelle de ne pas tout manger car ces fruits sont précieux pour la fabrication d'ingrédients rares, mais il la rassure en disant qu'il ne peut pas en consommer beaucoup. Le garçon s'interroge sur la possibilité de fabriquer de l'alcool uniquement avec des fruits. Sa compagne lui explique que, grâce à la douceur exceptionnelle des Ratsbel, il n'est pas nécessaire d'ajouter du sucre. Elle détaille ensuite le processus de fermentation, laver et écraser les fruits avec la peau, les placer dans un bocal propre, puis les laisser fermenter dans un endroit sombre et aéré en remuant quotidiennement. Elle ajoute que la levure présente naturellement sur la peau du fruit suffit souvent pour lancer la fermentation. Le garçon réfléchit aux bactéries présentes sur les fruits et comprend que seule la bonne variété permettra la fermentation en alcool, sinon les fruits pourriront. Il réalise que la stérilisation éliminerait aussi les levures nécessaires, et décide donc de se fier aux méthodes traditionnelles plutôt qu'à la magie. Enthousiaste, il commence à écraser les fruits à la main, imaginant toutes les possibilités offertes par la fermentation, comme la fabrication de fromage, de yaourt, ou encore de miso. Et de pickles. Les bocaux sont enfin prêts, et l'excitation monte à l'idée d'attendre la fermentation. La jeune fille est impatiente de goûter le résultat à l'automne, tandis que le garçon la taquine gentiment sur son impatience enfantine. Elle commence alors à poser une question qui la taraude. La jeune fille, soudain sérieuse, demande au garçon pourquoi il s'est effondré au départ, laissant entendre qu'il n'a pas eu une vie facile en tant qu'esprit du saké. Gêné, il s'excuse rapidement, ne voulant pas la blesser, mais son malaise est palpable. Leur échange devient plus intense, révélant une tension sous-jacente entre eux. La jeune fille, soudain enthousiaste, demande au garçon de l'écouter attentivement, promettant que son histoire est vraiment terrible. Il commence alors à raconter sa vie passée dans une grande brasserie en ville, où le maître, un homme bienveillant, comprenait les esprits. Ensemble, humains et esprits vivaient en harmonie depuis des générations, les humains offrant du saké en retour de la bénédiction des esprits qui améliorait la qualité du breuvage. Le garçon raconte que tout a basculé après la mort du vieux maître.
Lorsque son fils a repris la brasserie, ce dernier ne cherchait qu'à maximiser les profits, sacrifiant la qualité du saké. Pire encore, il l'a accusé d'être un fléau pour la réputation de la marque et a fait appel à une mage exorciste pour le chasser. Le garçon explique qu'il a dû partir en quête d'un nouvel endroit, car les brasseries voisines abritaient déjà des esprits. Il raconte ensuite s'être blessé, s'être perdu dans la forêt et s'être effondré d'épuisement, ce qui l'a empêché d'être pris au sérieux. Il précise que la plupart des humains ne peuvent voir les esprits que comme de simples orbes lumineux flottants, et qu'il est rare de pouvoir vraiment communiquer avec eux. Le garçon explique que la rareté de sa capacité à voir les esprits vient de la compatibilité entre son type de magie et celui de l'esprit. Il ajoute que cette affinité rend aussi ses potions plus agréables à boire, malgré une légère gêne. Il ressent une certaine fierté à cette idée. Enfin, ils espèrent tous deux que le saké qu'ils préparent sera réussi. Le saké est un échec total, plongeant la jeune fille dans un profond découragement, tandis que le garçon reste calme mais déçu, malgré ses larmes et son désespoir. Il tente de la remotiver en lui assurant qu'ils peuvent toujours réessayer. Il propose ensuite d'aller chercher des fruits, espérant que la saison automnale leur offrira de meilleures chances. Le garçon entend un bruit étrange venant de l'extérieur du mur et s'inquiète pour Marcha s'il ne revient pas avec quelque chose. Il se demande si un piège de défense a été déclenché, mais le son ne ressemble pas à un simple grattement. Décidant de se préparer, il prend sa longue lance, prêt à affronter ce qui pourrait surgir.